Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode particulier puisqu'on va parler des retraites. On va parler des retraites françaises, on va voir finalement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous ne devriez pas compter uniquement sur la retraite, et d'ailleurs moi non plus. Vous le savez, depuis quelques semaines, j'ai décidé de reprendre des contenus qui me font un peu plus plaisir, de parler de sujets qui m'intéressent, et il y a un sujet en particulier qui m'intéresse depuis des années, c'est l'éducation financière. Je pense qu'on a des grosses lacunes en France concernant les finances, l'éducation financière et la gestion de l'argent, et l'un des sujets parmi cette branche d'éducation financière qui est très intéressant, c'est le sujet des retraites. C'est la raison pour laquelle, dans cet épisode, on va parler de la création du système de retraite français et de sa place dans l'économie actuelle, du problème du système actuel, donc de retraite aujourd'hui, et de la raison qui explique pourquoi est-ce que vous n'aurez probablement jamais de retraite, et des alternatives existantes et des méthodes que, à titre personnel, je vais utiliser pour me créer ma propre retraite. Donc avant de démarrer, avant de commencer à parler du système actuel, pourquoi il ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'il est voué à échouer et des solutions à mettre en place, je pense que c'est important de se retourner, de regarder un petit peu en arrière et de voir finalement c'est quoi le système de retraite français, pourquoi est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il a été créé et surtout comment est-ce qu'il a évolué. Parce que vous allez voir que le simple fait de voir comment il a évolué au fil des 50 dernières années, ça nous donne une projection pour les 50 années à venir et croyez-moi, ça sent très mauvais. Donc, le système de retraite français a été créé officiellement en 1930. Pourquoi je dis officiellement ? Parce qu'avant 1930 et dans les années 1800, on avait quelque chose qui ressemblait un peu à un système de retraite et de cotisation, mais il n'y avait rien d'officiel. En 1930, donc la loi de 1930 a introduit le premier système de retraite français pour les salariés du secteur privé, mais malheureusement, c'était un modèle qui était accessible uniquement aux travailleurs qui avaient cotisé toute leur carrière. Ce qui faisait qu'en fait, on avait un modèle qui s'adressait à une toute petite partie de la population. Ordonnance de 1945, donc 15 ans plus tard, c'est là qu'on voit, après la Seconde Guerre mondiale, finalement une décision importante puisque la France décide d'adopter le régime de retraite solidaire et généralisé, dans le cadre de ce que vous connaissez sans doute, la sécurité sociale, et c'est à ce moment-là que les retraites se généralisent et que finalement on touche beaucoup plus de personnes, qu'on aide beaucoup plus de personnes. Il y a un nom qui est très important, un terme qui est très important concernant cette réforme, c'est que cette réforme et cette ordonnance de 1945, elle va amener les retraites à reposer sur ce qu'on appelle le principe de répartition. Et vous allez voir que le principe de répartition, c'est notamment ce qui pose un gros problème aujourd'hui en ce qui concerne les retraites en France et dont on va parler juste après. Mais avant de parler de ça, c'est important de regarder, donc ça a été créé en 1930, l'ordonnance de 1945, quelles ont été les réformes qui ont été appliquées, les grandes réformes qui ont été appliquées dans les décennies suivantes. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que ces réformes sont très importantes et qu'elles donnent la direction à venir pour ce qui va nous arriver dans quelques dizaines d'années. Première réforme importante, c'est la réforme de Balladur en 1993. Cette réforme, elle a réformé beaucoup de choses, mais il y a deux éléments qui m'importent. Le premier, c'est l'allongement de la durée de cotisation, c'est-à-dire qu'avant la réforme de Balladur, il fallait cotiser 37 ans et demi. Donc si vous commenciez à bosser à 20 ans, à 57 ans et demi, vous aviez cotisé, vous aviez votre retraite à taux plein. Et on est passé du coup de 37 ans et demi à 40 ans. Donc on a rajouté déjà 2 ans et demi à cette réforme. Deuxième réforme, c'est le calcul de la pension. Avant 1993, on prenait les 10 meilleures années de salaire et on calculait votre retraite sur ces 10 meilleures années. Ce qui fait que si, durant votre vie, vous avez fini une belle carrière, une belle fin de vie, un poste qui était bien placé et bien payé, on prenait ces 10 meilleures années. Et depuis cette réforme de Balladur, on est passé à 25 ans. C'est-à-dire, au lieu de prendre les 10 meilleures années, on prend les 25 meilleures années. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de zoomer un peu sur ces deux réformes ? Parce que ça nous donne une indication. Cette indication, c'est l'envie ou plutôt le besoin de l'État français de réduire ses charges au niveau des retraites. Et donc de baisser, en fait, si vous voulez, sa masse de cotisation concernant les retraites. Parce que quand vous allongez la durée de cotisation, quand vous l'augmentez à 2 ans et demi, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous réduisez le nombre de personnes qui vont être à la retraite dans les années à venir, donc vous réduisez vos coûts. Et deuxièmement, quand vous passez de 10 ans à 25 ans, eh ben forcément, sur les 25 dernières années de votre vie, vous aurez un salaire bien moins élevé que sur les 10 dernières années, en tout cas les 10 meilleurs salaires. Donc tout ça, c'est pour baisser finalement le coût des retraites. Deuxième grande réforme intéressante, c'est la réforme Fillon de 2003. Cette réforme, elle vient, encore une fois, allonger la durée de cotisation pour toutes les personnes du privé et du public à 41 ans.
donc pour ceux qui sont nés après 1948, ce qui fait que là, encore une fois, on perd une année de cotisation. Évidemment, il y a plein d'autres trucs, mais moi, je m'intéresse vraiment sur ces sujets-là. Réforme de 2010 de Worth, donc je suis désolé pour écorcher ce nom. 2 réformes importantes. La première, c'est le report légal. Donc là, on ne parle pas de durée de cotisation, on parle de report légal, donc qui a été repoussé de 60 à 62 ans. Avant, vous pouviez partir à la retraite à 60 ans. C'était légal. Maintenant, c'est reporté à 62 ans. Et le relèvement de l'âge de départ à la retraite à taux plein sans décote. Donc, c'est passé de 65 à 67 ans. 2 autres réformes qui nous intéressent. Réforme de 2014 de Touraine, qui, encore une fois, avance la durée de cotisation. Et là, on est passé du coup de 41 ans à 43 ans, soit 172 trimestres pour les personnes nées après 73. Et on y vient, évidemment, la réforme de Macron et de Borne en 2023 et nouveau départ, départ légal. On est passé de 62 ans à 64 ans et on maintient du coup la durée de cotisation de 43 ans. Déjà, concernant ces réformes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait que d'année en année, de décennie en décennie, de réforme en réforme, on vient baisser tranquillement les retraites, avec la belle réforme de 93, on vient allonger l'âge de départ légal à la retraite. Donc attention, l'âge de départ légal et la durée totale de cotisation sont 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait partir à 60 ans, maintenant, il faut attendre 64 ans légalement. Et ensuite, on vient rajouter la durée légale de cotisation. C'est-à-dire, on vient dire, OK, avant, il fallait cotiser 37 ans et demi. Imaginez, c'était il y a 30 ans. Il fallait cotiser 37 ans, on va arrondir. Aujourd'hui, il faut cotiser 43 ans. C'est-à-dire qu'il faut travailler 6 ans de plus. Il faut cotiser 6 ans de plus pour toucher sa retraite à taux plein. Et en fait, pourquoi je m'intéresse à ça ? Parce que ça nous donne une direction. Et cette direction, c'est quoi ? C'est justement de vouloir toujours rallonger un petit peu plus, augmenter un petit peu plus justement les années de cotisation, les trimestres de cotisation. Et la raison qui explique qu'on fait ça depuis des années, c'est parce que le système de retraite français ne pourra pas fonctionner éternellement. Pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas fonctionner éternellement ? Parce que ce système est basé, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, sur un système de répartition. Le système de retraite de répartition, qu'est-ce que c'est ? De quoi il s'agit ? En fait, le système de retraite de répartition, c'est que vous travaillez aujourd'hui, donc les travailleurs actuels cotisent pour les retraités actuels. Et vous savez, on a toujours cette phrase qu'on entend quand on parle de retraite, qui est « oui, mais mon fils travaille aujourd'hui, décroche un job, prends un CDI, comme ça tu vas cotiser pour ta retraite. » Mais c'est faux. Ce que vous travaillez aujourd'hui, les heures que vous passez à travailler, les charges que vous payez, donc, parce que ce sont des charges patronales et des charges salariales, c'est déduit directement de votre salaire, ça permet de financer non pas votre propre retraite dans 60 ans ou dans 40 ans, mais la retraite des gens qui sont aujourd'hui à la retraite. Et en quoi c'est un problème ? Parce qu'on pourrait se dire, c'est pas un problème en soi. Moi, je cotise pour les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, super. Et moi, quand je serai à la retraite, il y aura aussi des gens pour cotiser. En fait, le gros problème, il est démographique. Et il n'est pas inhérent qu'à la France. Il est inhérent à beaucoup de pays qui utilisent ce système de répartition. C'est qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on avait un ratio actif-retraité de 2 pour 1. C'est-à-dire qu'on avait 2 personnes actives, 2 personnes qui travaillaient, pour une personne retraitée. Ce qui fait que c'était assez facile finalement de financer les retraites, ou en tout cas beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, étant donné que on pouvait prendre sur les travailleurs actuels les cotisations parce qu'il y avait beaucoup plus de travailleurs que de retraités. Mais avec l'explosion finalement de la démographie dans les années 70 et aujourd'hui la baisse notamment de la natalité, le fait qu'on ait changé absolument de mode de vie, que les gens vieillissent aussi, vivent beaucoup plus longtemps, vieillissent beaucoup mieux, et le fait aussi que les gens fassent de moins en moins d'enfants, les projections montrent qu'on va se retrouver dans les années à venir, les dizaines d'années à venir, à un ratio de 1,3 pour 1, voire même 1 pour 1. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec un ratio de 1 travailleur pour 1 retraité. Ce qui est 2 fois moins que dans les années 2000, dans les années 1990. Donc ça, c'est
un premier gros problème de système de répartition. Le deuxième gros problème, c'est le déficit financier persistant, c'est-à-dire que la France, c'est un pays qui est en déficit financier depuis extrêmement longtemps, depuis des années et des années et des années, et l'augmentation des dépenses publiques. Donc en fait, avec ce melting pot d'ensemble, on a de moins en moins d'argent parce qu'on fait de plus en plus n'importe quoi, on a une augmentation des dépenses publiques et on a de moins en moins de travailleurs qui vont pouvoir cotiser pour nos retraités actuels. Et en soi, sur le fond, c'est pas trop un problème si on a l'argent pour payer les retraites, mais le problème, c'est qu'on n'a même pas cet argent-là. Et donc, tout ça montre que le système de retraite, aujourd'hui, le fait d'avoir des retraites par répartition, va poser de gros soucis dans les dizaines, vingtaines, trentaines, quarantaines d'années à venir. Et plus on va avancer, moi aujourd'hui, j'ai 28 ans, légalement, je serai à la retraite dans 40 ans à peu près, un petit peu moins sans doute, en fait, je me dis, ok, le temps que j'y arrive, ils vont encore décaler de 2 ans, de 2 ans, puis de 2 ans, puis de 2 ans, et je vais me retrouver en 2050, 2060, avec un âge de départ légal à la retraite à 70, 72 ans. Donc vous voyez que si on projette quand même, il risque d'y avoir de gros problèmes. Maintenant, c'est pas le seul sujet. Il y a un autre sujet, moi, qui m'intéresse fortement, parce que le but, c'est pas de dire, ok, le système de retraite, faut pas avoir de retraite et tout, faut que chacun se débrouille. Absolument pas. Je pense que le système de retraite, il est bien. Je pense juste que il y a une projection à avoir à ce niveau-là, du fait que peut-être on n'en aura pas. Et il y a la deuxième question qui est de se dire, même, supposons dans un monde idéal, que le système tienne la route d'ici les 50 prochaines années, quelle retraite vous voulez avoir ? Parce que c'est aussi une question qui est importante à se poser. Si aujourd'hui vous comptez ou vous souhaitez compter sur le système de retraite, il faut partir du principe que vous allez travailler encore pendant 40, 45, 50 ans, qu'il vous faudra attendre 64, si ce n'est beaucoup plus, 66, 68 peut-être, 68 ans pour partir légalement à la retraite et avoir cotisé toutes ces années-là. Et je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai pas envie d'attendre 68 ans pour pouvoir profiter pleinement de la vie. J'ai pas envie non plus d'avoir à travailler 172 trimestres. Et au-delà de ça, j'ai envie d'avoir une retraite qui est pleine, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir une retraite où je gagne extrêmement bien ma vie, parce que je vous ai fait des simulations pour vous donner un ordre d'idée. Si demain vous voulez avoir une retraite à 3 000 € net par mois, c'est-à-dire si demain vous voulez avoir tous les mois qui tombe une retraite 3 000 € net, donc net d'impôts, il faudra cotiser du coup sur vos 10 meilleures années 6 600 € bruts par mois. C'est-à-dire que quand même, pour avoir ce niveau de retraite-là, il faut avoir, durant les 10 meilleures années de sa vie, un extrêmement bon salaire. Et donc, moi, c'est ces projections que je me fais. Je me dis, ok, quand j'aurai 60, 65, 70 ans, est-ce que j'ai pas envie de profiter ? Est-ce que j'ai pas envie d'avoir de l'argent ? Est-ce que j'ai pas envie de pouvoir faire des trucs et kiffer, tu vois ? Donc, c'est vraiment cette idée, ces deux idées-là qui me font dire, ok, est-ce que ce serait pas une bonne idée de se créer une alternative ? De se dire, de 1, ça sent pas très bon au niveau des retraites et la direction que ça prend, et de 2, même si ça prend cette direction, quelle va être la retraite que je vais avoir ? Est-ce que 1 500 € net par mois pour les 45 ans que j'aurais travaillé comme un dingue, est-ce que oui ou non ça me convient, tu vois ? Et non, en fait, ça me convient pas. Moi, j'ai envie d'avoir plus. J'ai envie d'avoir plus de liberté, de pouvoir faire des choses, de pouvoir voyager, de pouvoir faire plaisir à mes enfants, à mes petits-enfants. Et tout ça me fait me dire, ok, je vais, à côté de ça, en prévention de ça, me créer ma propre retraite. Non pas pour me dire, ok, en fait, j'ai pas besoin du système, etc., mais pour me dire, au moins, j'assure mes arrières et je me dis, ok, je vais avoir un modèle où je me crée ma propre indépendance, je me crée ma propre retraite, ce qui fait que d'ici 20, 30, 40, 50 ans, j'aurai un bagage, même si le système il change, même si les lois elles changent, même si, en fait, on sait jamais, ça vote 72, 74 ans de départ, donc d'âge légal de départ à la retraite, moi au moins je pourrais arrêter avant parce que j'aurais anticipé. Donc maintenant, ça c'est mon idée générale. Et la question c'est, ok, mais comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour se créer une retraite ? C'est quoi mes idées ? Quelles sont les choses que je mets en place aujourd'hui ? Pour moi, l'idée générale en tout cas, pour se créer sa propre retraite, ça va réellement être d'investir. D'investir son argent dans notamment 2 grands actifs. Premier actif, ça va être l'investissement en immobilier. Le deuxième actif, ça va être l'investissement financier. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives ? Oui,
Il y a d'autres alternatives que l'investissement. Vous pouvez monter une boîte et mettre de l'argent de côté. Vous pouvez monter une boîte, faire un exit et vendre votre, je sais pas, logiciel, SaaS, entreprise, ce que vous voulez, des millions, voire des dizaines de millions d'euros. Maintenant, le problème avec ça, c'est que le taux de réussite est extrêmement faible. Et en fait, vu que je pense retraite, je sais que j'ai le temps, que j'ai 20, même plus d'ailleurs, 30, 40, 50 ans devant moi, enfin peut-être un peu moins du coup, mais une trentaine d'années, et je me dis, ok, j'ai 30 ans devant moi, j'ai le temps, mais d'un autre côté, c'est quoi le système le plus sûr qui me permettra de me dire, ok, j'ai 100% de chance, entre guillemets, de réussir dans les 30 prochaines années à me construire une retraite. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, les deux investissements dont je vous ai parlé ici sont finalement de bons investissements. Donc le premier, c'est l'immobilier. Donc je vais pas vous faire un épisode sur, ok, comment est-ce qu'on investit en immobilier, comment on choisit son bien, etc. Parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Moi, je vais plutôt vous expliquer, en fait, c'est quoi la vision avec l'immobilier, pourquoi j'investis en immobilier, et c'est quoi notamment les deux grands avantages. La raison qui fait que j'investis en immobilier, la première raison, c'est que c'est un investissement qui est physique. C'est pas un investissement papier, c'est pas un truc qui est spéculatif, où on se dit, ok, ça va monter, ça va descendre, ça va marcher, ça va pas marcher. On a un truc qui est tangible, qui est physique et qui est utile. Avec, on en a parlé, l'augmentation de la démographie, on est censé, en France en tout cas, toujours avoir besoin de logement. Donc je me dis, ok, si aujourd'hui j'achète un appartement, que j'achète bien, que cet appartement il est bien placé, il y a de fortes chances quand même que dans 20 ans, cet appartement soit toujours utile, que les gens aient toujours besoin de se loger dans 20 ans. C'est la raison fondamentale. La deuxième raison qui me pousse à investir en immobilier, et ça fait partie du premier avantage, c'est le levier bancaire. En France, on a beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de défauts sur le système, sur les impôts, tout ce que vous voulez. Il y a quand même un gros avantage, c'est le système du levier bancaire. Il faut vraiment comprendre que ce système-là, il vous permet d'aller voir une banque, de lui dire, ok, moi, j'ai un peu d'épargne, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai 5-10 000 euros d'apport, j'ai tel salaire, et voilà, j'ai trouvé un appart, c'est un super projet, il coûte tant, ça permettrait de faire tant, j'ai déjà vu combien est-ce qu'on pourrait faire en locatif, machin. Et la banque va vous dire, ok, écoute, super projet, tiens, je te prête de l'argent. Toi, t'achètes l'appartement avec ce prêt-là. Tu mets quelqu'un à l'intérieur, et cette personne qui est à l'intérieur, elle va rembourser le prêt que toi, tu m'as fait. Et donc, en fait, on se dit, ok, si on fait les choses bien, finalement, in fine, à la fin, dans 20, 25 ans, on aura récupéré un appartement qu'on n'aura même pas payé nous-mêmes. Alors attention, je mets des grands guillemets, des grandes parenthèses, ça demande du travail, ça demande de prendre des risques, ça demande évidemment tout un tas de choses. Je ne suis pas en train de minimiser. Je veux juste te dire que, quand même, le système du levier bancaire est extrêmement intéressant, parce que pour acheter un appartement à 100 000 euros, 200 000 euros, vous n'avez pas besoin d'avoir 200 000 euros. Vous avez besoin d'avoir 10 000 euros, 15 000 euros d'apport, 20 000 euros d'apport grand maximum. Et puis vous allez voir la banque vous prête de l'argent et vous mettez ensuite quelqu'un à l'intérieur qui rembourse le crédit à votre place. Donc je trouve que c'est quand même un modèle qui est incroyable. Et la troisième chose, c'est qu'on a un horizon long terme avec l'investissement qui est génial, notamment quand à la fin on n'a plus de crédit. Si dans 25 ans, donc je me dis 25 ans, moi j'aurai 53 ans, 53 ans, 53 ans, c'est un bel âge pour partir à la retraite. Si à 53 ans, j'ai 5, 6, 7, 10 appartements qui n'ont plus de crédit, c'est-à-dire que mes 10 appartements, sur 25 ans, ils ont tous été remboursés, je vais me retrouver avec 10 loyers que je vais directement percevoir dans ma poche. J'aurai plus de crédit à rembourser, je devrais payer de l'impôt, du machin, du truc, évidemment, mais j'aurai une sorte de rente avant même d'attendre la retraite. Et 10 appartements en 25 ans, c'est quand même quelque chose qui est atteignable. Nous, avec Jess, on a acheté cette année 4 appartements, 5 en moins d'1 an et demi. Donc je me dis, ok, en 25 ans, je serai en mesure sans doute d'acheter plus de 10 appartements. Et donc, tout ça réuni fait que pour moi, c'est un super asset pour se créer une indépendance financière, pour se créer une retraite anticipée. Évidemment, je mets toutes les difficultés, les machins, les trucs, évidemment qu'il y en a, mais là, je suis plus sur l'idéologie générale. Deuxième sujet, c'est l'investissement financier. Donc pareil, sur l'investissement IMO, j'ai pas parlé des inconvénients, il y en a, l'inconvénient de temps, l'inconvénient que vous allez devoir faire des travaux, que ça se gère, que ça va être une charge mentale, une charge temporelle, enfin bref. C'est pour ça que, faut savoir dans quoi vous mettez les pieds, mais à horizon long terme, ça peut être quand même intéressant de prendre ce risque-là et d'y aller. Donc deuxième investissement, vous allez voir que c'est en fait l'opposé de l'investissement immobilier, et c'est pour ça que j'adore ça, c'est l'investissement financier. L'investissement financier, on va investir, donc moi j'investis à titre perso en crypto et en bourse.
Et là, en fait, on a un petit peu les avantages et les inconvénients de l'immobilier. Donc, c'est un petit peu inversé. C'est-à-dire que ici, le gros inconvénient de l'investissement financier, donc en bourse ou en crypto, c'est que vous n'avez pas d'effet levier. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir une banque et lui dire « Ok, tu peux me prêter 200 000 euros pour que je puisse mettre ça en bourse ». Ça ne marche pas comme ça. C'est votre argent à vous que vous allez mettre en bourse. Donc forcément, ça va être beaucoup plus lent pour vous enrichir. Vous ne pourrez jamais monter des projets à 100, 200 000 euros en moins de 6 mois et avec 20 000 euros dans votre poche. Donc ça a ce gros inconvénient. Par contre, ça a les avantages opposés à l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est ce qu'on va appeler du revenu du capital. C'est-à-dire que vous allez prendre votre argent. Cet argent, vous allez l'investir dans des entreprises, dans un fonds, dans de la crypto, peu importe. Et en fait, cet argent va s'auto-fructifier. Il va auto-faire des bébés d'argent qui vont eux-mêmes faire des bébés d'argent, qui vont eux-mêmes faire des bébés d'argent. Si par exemple, vous mettez 10 000 euros, que ça fait 50%, et vous allez prendre 5 000 euros. Ces 5 000 euros, vous les remettez, ça prend 10%, ça refait 500 euros, etc. Et en fait, on a, à l'inverse de l'immobilier, quelque chose qui ne demande aucune gestion, aucun effort réel, si ce n'est de regarder les supports sur lesquels on investit, etc. Mais littéralement, en une demi-journée, vous mettez votre argent sur un ETF, S&P 500, un ETF monde, et puis ça fait 6-7% par an, et vous n'avez rien à faire. Donc je trouve qu'en fait, c'est deux modes d'investissement hyper complémentaires qui vont vous permettre en fait à la fois de profiter de l'effet levier pour acheter des apparts qui vont demander beaucoup de travail au début, mais vont vous rapporter sur le long terme, et inversement, de profiter justement du fait d'avoir de l'argent aujourd'hui pour investir ça dans les finances, enfin dans le financier, plutôt dans le monétaire. Et cet argent au début va être tout petit, mais par contre, sur le long terme, c'est un argent qui peut se fructifier. À ce niveau-là, j'ai un petit conseil, une sorte de mini-indication, parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour vous parler de finances, etc. Si jamais ça vous intéresse, par contre, d'avoir tous les détails sur les fonds que je choisis, les trucs que je mets en place un peu plus précisément, dites-le moi et je vous ferai un épisode plus complet. Là, le but, c'était vraiment de vous parler des retraites en particulier. Moi, je vous recommande, si jamais vous souhaitez investir notamment en bourse, de vous intéresser aux différents portefeuilles d'investissement, comme par exemple le PEA. Le PEA, c'est un portefeuille hyper intéressant puisque ça vous permet d'être exonéré après, de mémoire, 5 ans, je crois. L'assurance vie, c'est 8, donc je crois que c'est 5 ans. Le PEA, d'être exonéré d'une partie de vos impôts et de n'être imposé qu'à 17,2%. Donc voilà, la flat tax, c'est 17,2% de CSG et 13% de CRDS, je crois. Et là, vous évitez la CRDS, ce qui fait que vous n'êtes taxé qu'à 17%. Donc, quand même, il y a des enveloppes, des optimisations fiscales qu'on peut faire, etc. Et j'aimerais terminer sur un dernier point. Parce que là, vous allez me dire, OK, Tony, écoute, c'est super. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le système de retraite. Non seulement, je pense que ça va dans une mauvaise direction, ça sent pas très bon. Et en plus de ça, même si ça part dans la bonne direction, moi, avoir une retraite où je gagne 1 500 euros par mois, c'est pas non plus un truc qui me fait vibrer de ouf. J'aimerais bien assurer mes arrières, gagner plus pour être libre aussi quand je serai plus âgé et pouvoir profiter pleinement finalement des dernières années de ma vie. Eh bien, je vais vous inviter à faire votre propre simulation de calcul d'intérêt composé. Vous pouvez aller sur des sites directement sur Internet. Je vous mettrai un lien dans la description c'est un site qui s'appelle Finari, et ils ont un calculateur que je trouve hyper intuitif et très simple à faire. Et je vous ai donné un exemple. Donc en fait, le but des intérêts composés, c'est de vous dire, OK, c'est quoi le plan de route que je vais mettre en place pour finalement ma retraite. Et quand je parle de plan de route, c'est OK, combien je veux gagner à la retraite, et allez-y franco sur les sommes, mettez pas 1 000 euros, 1 500, 2 000 euros, vous pouvez aller 3, 5, 10 000 euros, etc. Combien je veux gagner à la retraite par mois. Et par rapport à ça, finalement, si je veux investir mon argent, et là on va plutôt parler d'investissement financier, donc bourse, crypto, etc., combien je dois investir avec mon capital initial et combien je dois épargner tous les mois. Donc ça va vous permettre de calculer un petit peu tout ça. Et je vous ai fait une simulation pour vous montrer finalement qu'on peut extrêmement bien gagner sa vie, avoir une très très belle retraite, sans pour autant dépendre du système français actuel, ou en complément du système, et surtout sans prendre énormément de risques et sans y investir énormément de temps. Vous allez voir. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une simulation avec un capital initial de 10 000 euros. D'accord ? Vous mettez 10 000 euros sur le compte. 10 000 euros, c'est une somme, mais bon, vous montez un business, vous arriverez très vite à gagner 10 000 euros. Ensuite, vous avez une épargne mensuelle de 500 euros, c'est-à-dire un investissement mensuel de 500 euros. Évidemment, vous pourrez réduire à 400, 300, etc., mais
dites-vous bien que plus vous épargnez, plus vous investissez chaque mois, plus vous aurez d'argent à la fin. Sur 40 ans, avec un taux d'intérêt de 10%, d'accord ? Donc le taux d'intérêt de 10%, bon, c'est un petit peu vu à la hausse, mais si vous avez d'investissement dynamique, si vous mettez un peu d'argent en crypto, etc., on peut rapidement arriver à 10%. Mais vous allez voir, vous pourrez même mettre 6-7%, c'est largement atteignable. Donc en gros, 10 000 euros de départ, 500 euros par mois à 10% pendant 40 ans. Ok ? À la fin des 40 ans, vous avez un capital final de 3 108 148 euros. Vous n'avez pas fait de recherche immobilière, vous n'avez pas investi, vous n'avez pas monté de boîte, vous n'avez pas vendu de SaaS, vous n'avez pas fait d'exit, vous n'avez rien fait. Vous avez pris 500 euros tous les mois parce que vous gagnez bien votre vie, vous avez votre business, vous l'avez mis justement sur un portefeuille d'investissement, il a généré 10% par an pendant 40 ans. À la fin des 40 ans, vous avez 3 108 000 euros. Et à ces 3 108 000 euros, donc vous en faites ce que vous voulez, vous retirez, vous kiffez les 20 dernières années qui vous restent, ou alors, eh bien, vous décidez avec la règle des 4%. Donc la règle des 4%, c'est une règle en investissement qui explique qu'on peut retirer chaque année 4% de notre capital sans pour autant manger sa performance. Et donc avec la règle des 4% plus la flat tax, donc à 30%, on arrive environ à 7 300 euros net par mois. Donc, vous investissez en moyenne 500 euros par mois sur 40 ans. Et dans 40 ans, vous aurez 7 300 euros net d'impôts chaque mois. Je vous ai fait ce calcul-là. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Tony, moi, je ne veux pas mettre sur 40 ans, mais sur 30 ans, ou je ne sais pas quel âge j'ai. Faites vos calculs, créez votre plan de route. Mais pourquoi c'est intéressant de voir ça ? Parce que ça va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, c'est peut-être plus atteignable que ce que vous pensez. Et donc, encore une fois, le but, c'est pas de dire, OK, on abandonne le système classique et on fait les choses de notre côté, ou ce système marche pas, on emploie un autre système. Le but de ce podcast, c'est de créer de la conscience, de la prise de conscience. De la prise de conscience sur deux choses. Un, le système dans lequel on baigne tous aujourd'hui, et vraiment prendre conscience du fonctionnement de ce système-là, de la direction qu'il prend dans les années à venir. Et moi, selon mon propre prisme et mon propre avis, il ne prend pas du tout la bonne direction. Et deux, quelles sont les autres solutions qui s'offrent à vous ? Et vous montrer finalement que l'enrichissement, non pas à court terme, non pas gagner 1 million d'euros en 2 mois, mais l'enrichissement à long terme, c'est quelque chose d'atteignable. Se créer sa propre retraite, et je ne parle pas d'une retraite à 1 000 euros par mois, je parle d'une retraite à 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est quelque chose d'atteignable, de pas si compliqué au final. Juste, faut avoir de l'argent, faut prendre des risques, faut l'investir et il faut surtout être patient. Mais moi, en tout cas, c'est le chemin que je vais prendre finalement pour les années à venir. Encore une fois, je ne suis pas rentré dans les détails de ce sur quoi j'investis, comment je fais, etc., parce que ce n'était pas le sujet. Dites-moi si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être en faire un épisode un petit peu plus complet. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cet épisode. Hâte d'avoir vos retours sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.